Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Attends, combien? Elle est largement au-delà des 8000. C'est quoi ce score de fou? Je dois reconnaître que depuis le début des exemples, celui-ci a atteint le taux le plus élevé, et elle est celle qui le gardera d'ailleurs. Tas de ces mots. Le taux de points atteint quand même le double de Bella Swan, pour ne citer qu'elle. Il est vrai que Tara est un personnage principal, et de plus destiné à la jeunesse, donc plus excusable qu'un personnage secondaire qui attire trop l'attention ou qui aurait débarqué sans crier gare. Mais l'accumulation des caractéristiques, surtout en matière de puissance, ne laisse pas de doute. Commençons aussi par dissiper tout malentendu, en précisant qu'il est question ici de la version littéraire, et non du dessin animé homonyme, qui n'a presque rien à voir scénaristiquement. On ne saura peut-être jamais à quoi ressemblait le personnage d'origine, créé dès la fin des années 1980 par Sophie Audouin Mamikonian, ou SAM. Quand elle propose son roman Les Sorceliers, au début des années 2000, les éditions du Seuil sont intéressées à la condition que l'histoire soit retravaillée, pour ressembler au dernier succès d'édition jeunesse d'alors, Harry Potter. La première édition du premier livre est notamment expurgée. Et sa couverture bizarre. Mais, contrairement aux apparences, non. Il n'était pas question d'une héroïne avec une tête énorme. Au final, Tara, telle qu'elle apparaît dans ce premier volume, n'est pas encore trop exagérée et permettant l'identification, expliquant son succès. Âgée de 12 ans, c'est une enfant presque comme les autres, si ce n'est sa mèche blanche perdue dans ses cheveux blonds et ses brusques accès de télékinésie, qui font croire à ses amis Fabrice et Betty, les seuls au courant, qu'elle doit être une mutante. Elle a perdu ses parents et a été élevée par Isabella, sa riche grand-mère, dans un château. Certes, mais à ce stade, c'est encore peu de choses. Première révélation, elle n'est pas une mutante, mais une sorcelière, pouvant pratiquer la magie. Tout comme Fabrice, d'ailleurs. On voit le côté Harry Potter, mais ce qui va suivre diverge beaucoup. Deuxièmement, Isabella guide les deux enfants vers la planète Autre Monde, où Tara est née, ce qui en fait techniquement une alien. Au cours du premier roman, elle se fait un ennemi du surpuissant mage, ou Sangrave, Magister. Et, surtout, elle découvre que sa mère, Selena, est vivante et que son père, Danview, est bel et bien trépassé, mais qu'il était néanmoins l'empereur du pays d'Aumois. Subséquemment, Tara est une princesse impériale, et surtout l'héritière, son surnom officiel, de sa tante sans enfant, l'impératrice Lisbeth. Le résumé des premiers livres reposait sur cet argument de vente, présentant Tara comme une princesse pas comme les autres, car n'attendant pas au fond d'une tour qu'on vienne la délivrer, mais aventureuse. Alors, bien sûr, elle n'est en réalité pas la première à agir de la sorte. Il n'y a qu'à voir les versions Disney des princesses de contes, voire tout simplement l'héroïne des 12 chasseurs de Grimm, pas vraiment du style Damoiselle en détresse non plus. Mais admettons. Le premier tome est aussi l'occasion pour Tara d'obtenir les couleurs magiques, qui forment un tatouage enchanté à son cou, la pierre vivante qui lui parle et peut doubler sa puissance, et son familier, Galant, qui est un cheval ailé. Et elle est la seule au monde à en avoir un. Enfin, elle rencontre plusieurs amis, Moineau, Cal, Fafnir, dont le demi-elfe Robin Manguil, beau comme un dieu et aux yeux de cristal, fin de citation, qui, bien qu'ils aient 12 ans, la trouve d'ores et déjà jolie, mais là encore, ça restait digeste. Cela dit, les petits détails s'accumulent insidieusement au fil des tomes. Ces fêtes d'anniversaire sur Autre Monde se déroulent toujours avec faste, et elles croulent sous les cadeaux précieux, alors que les anniversaires des autres personnages ne sont jamais mentionnés. L'un des présents est l'intéressante Changeline,
petite boule de fourrure qui peut modifier instantanément son apparence. Du coup, elle peut devenir n'importe quel vêtement, voire armure, et par un mystère difficilement explicable, peut tout aussi instantanément coiffer et maquiller, sans suivre les descriptions de vêtements de mannequins, et des talons aiguilles portés par Tara bien qu'elle ait moins de 15 ans, et vive dans un univers de high fantasy. Voilà qui ressemble à une checklist des points essentiels des Sioux. De plus en plus, la garde-robe débordante et inappropriée. Check. La beauté, dès qu'elle approche 15 ans, Tara, très mince bien que gourmande, et aux longs cheveux blonds dorés est souvent décrite comme éblouissante. Ses yeux seraient bleu marine bien que cette couleur n'existe pas dans la nature pour les humains. Check. Une marque inhabituelle. Sa mèche blanche, commune à tous les membres de la famille de moi. Check. La richesse et le statut prestigieux. Déjà à l'aise sur Terre, Tara bénéficie sur un mois d'une fortune à rendre jaloux l'oncle Picsou. Elle peut notamment acheter un tapis volant dernier cri et une suite dans un hôtel 5 étoiles dans le tome 7. Elle est destinée à devenir, non une reine, bande de petits joueurs, mais une impératrice. Check. Rappelons aussi qu'elle ignorait son statut de princesse pendant 12 ans et s'arrangera pour échapper à l'étiquette le plus possible, ainsi que non pas à un, mais 2 mariages arrangés. Check. Le familier inhabituel et qui en jette, car Galant possède des pouvoirs et est le seul au monde, après avoir été transfusé par Tara. Check. Les armes et objets uniques, couleurs, pierres vivantes, changelines. Check. Le nom interminable. Oui, en vrai, c'est Taratilanem Tal Barmi Ab Santa Ab Maru Duncan. À vos souhaits. Talents et surpuissance? Ce n'est pas seulement une sorcelière, elle est exceptionnellement douée, et la pierre vivante multiplie les effets des incantations par 2. Aucun duel perdu donc. En fait, elle est la seule à ne pas avoir besoin de prononcer d'incantation, ça fonctionne directement. Dans le tome 4, il s'avère que Tara a été modifiée génétiquement pour que sa puissance soit incommensurable et qu'elle pourrait faire exploser une planète façon bombe atomique. Et même avant ça, elle pouvait faire des surdoses comme dans le tome 3. Sioux divine? Check. L'appartenance à plusieurs espèces est mieux. Elle peut se transformer en dragon ou bien devient, réellement, un vampire pendant plusieurs mois. Il faudra du temps pour redevenir humaine. Crue orpheline, accusée de crime, bannie, c'est dans le tome 7. Kidnappée, à plusieurs reprises, au point qu'elle envisage de porter une pancarte « Veuillez ne plus m'enlever, merci ». Rendue amnésique, dans le tome 3. Réduite en esclavage, dans le tome 5. Victime de tentative de meurtre, dans le tome 8. Check. La torture sera pratiquée dans son cas de manière indirecte. Non sur elle, mais sur Galant. Il reste que les gentils échappent rarement, de façon générale, au bondage et à la flagellation. You know, for kids! Aimée de tous, oui. Qui la déteste est plus ou moins méchant ou jaloux. Magister, la garce alpha Angelica, son beau-père Médélus qui devient Sangrave, et Jar, son frère sale gosse. Et tous les autres lui facilitent la vie, veulent lui faire plaisir, ou veulent lui permettre d'accomplir son but selon les capacités de chacun. Si au trou noir, check. En fait, presque aucun garçon du cast principal n'échappera à l'attirance plus ou moins grande pour elle. Robin, Jérémie l'Envire Baldragus, qui est un exilé sur Terre, Silver, le fils de Magister, Cal, Archange, le fils du roi des démons, et jusqu'au dragon Chem, qui demande sa main pour raison politique. Seul Fabrice, son ami d'enfance, résiste quelque peu, car se connaître depuis longtemps le fait la considérer comme une sœur. Reste que dans le tome 6, il admire sa beauté éblouissante, je cite, un peu trop quand on sait qu'il a une copine, Gloria, dite Moineau. Sous relationnel, check. Elle est l'élue de toutes les prophéties, attire la bizarrerie comme un aimant, fera le tour de la planète à maintes reprises, et sera des plus de grandes guerres, a sauvé le monde plusieurs fois, et check, et je vous dis, check. Et tout ça dans le tome 8. Mais alors me direz-vous pourquoi ces romans sont célèbres? D'où vient la dévotion des taradictes qui prenaient d'assaut, cosplayaient les librairies lors des sorties de livres? Que les médias parlaient d'elle, comme de la petite sœur française d'Harry Potter?
qu'Hollywood, toujours en quête de bons plans de fantasy à adapter depuis Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, parla de commander une série de films à la fin des années 2000. D'ailleurs, Narnia de C.S. Lewis et La Boussole d'Or de Philippe Pullman furent aussi adaptés dans ces années-là. Qu'en attendant, une série d'animation fut lancée en 2010 et que la traduction anglaise commença aussi à ce moment-là, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le style contribuait à contrebalancer les invraisemblances. Un humour et une ironie de plus en plus présents règnent au point que les titres des chapitres deviennent très longs. Par exemple, quand on organise un mariage, c'est mieux si la mariée est d'accord. Les notes en bas de page se moquent parfois ouvertement des décisions des protagonistes façon Lemony Snicket, qui a écrit Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cela rendait plus humaine Tara quand elle était confrontée à une situation absurde quelconque. Comme lorsqu'une entité divine minuscule s'inquiète de savoir si elle croit en elle. Sa première pensée est... pas des masses. Tomber sur sa mère prenant le thé avec Magister était passablement hilarant aussi, et bien que Miss Perfection, ça lui arrivait d'avoir des doutes et de commettre des erreurs. L'univers était assez riche, avec toutes sortes de races humanoïdes, de créatures et d'objets magiques, comme le château vivant du Blankovitz, ainsi qu'une faune et une flore originales, détaillées dans les annexes malgré des noms plutôt simplistes, notamment à base d'onomatopées. Certains personnages sont attachants, comme l'amusante Fafnir, dont aussi enfin certaines fulgurances, comme les chevaux ailés pourvus de griffes, plus aisés que des sabots pour atterrir sur les arbres, ou le phénomène du langage universel expliqué, car le sort traductus fait entendre le français en outre-mondien et vice-versa aux concernés. Donc, on s'accroche jusque-là. Mieux, certains détails dérangeants, puisque caractéristiques des Sioux, trouveront une explication à mi-course entre les tomes 4 et 8. Tara est une riche héritière, oui, mais pas la seule. Selena était enceinte à la mort de son époux, et dans le tome 3, les jumeaux Jar et Mara se révèlent être les frères et sœurs de Tara. Il faut lui reconnaître un passé plutôt calme, et sa surpuissance disparaît à la fin du tome 4, son pouvoir se trouvant réparti entre ses amis, notamment Fabrice, dont les talents sont faibles, car non né d'autres mondiens, mais influencé simplement par la présence de la porte de passage entre la Terre et autre monde depuis sa conception. Sa minceur, non retenue, s'expliquerait par l'usage de la magie, qui puise dans les graisses de l'utilisateur. Enfin, son succès auprès des garçons semble étrange et celui de sa mère aussi. En effet, depuis son veuvage, Magister soi-même, Varius, son propre cousin, censé être gay qui plus est, et Sandor, son beau-frère, sont tous tombés amoureux de Selena. Et ce n'est pas tout, elle est sortie avec Médélus, Tyl le loup-garou, un random boyfriend dont on n'a même pas le temps d'apprendre le prénom, puisque se fait tuer par Magister dès le début du tome 6. Bizarre ce succès, non? Selena finit par demander à sa mère des explications au début du tome 8. Isabella admet qu'elle ne voulait pas que sa fille sorte avec Danview, et pensait atteindre cet objectif si quelqu'un d'autre tombait amoureux de Selena. Ok, moi j'aurais plutôt tenté de l'intoxiquer elle, mais bon. Pour ce faire, elle lança un sort aux effets semblables à un filtre d'amour à son enfant, qui émane d'elle en permanence et marche sur tous les hommes, au point d'inverser les orientations sexuelles. Et Tara en aurait hérité de façon atténuée. On remarque que Fabrice admet que ce qui l'attire avant tout, c'est la puissance, et pour lui, Tara symbolise la dite puissance, qui fut ce qui lui faisait envie. Comme il l'a connue avant sa puberté, ça peut expliquer qu'il préférait malgré tout Moineau. Cal l'a connue après, mais n'en était pas moins parvenu à garder la tête froide puisque tombé amoureux d'une autre, Eleanor, qui sera tuée dans le tome 6. Et enfin, Jérémie sera tombé sous le coup du sort Attractus, équivalent lui aussi à un filtre d'amour, dans le tome 4. Une fois celui-ci levé, Jérémie admet n'être pas amoureux de Tara. Le charme personne, originel est sûrement l'explication pour Silver, ce dernier préférant rapidement la naine Fafnir. Isabella lève son sort sur sa fille et sa petite-fille, et cela efface apparemment un charisme qui venait en pack avec le charme personne. Qu'elle remarque juste après qu'on voit maintenant certains détails déplaisants sur Tara, comme un duvet au-dessus de ses lèvres, et qu'elle n'est plus éblouissante. Désuifier un personnage qu'il est manifestement trop, c'est bien alors? Oui, à condition de s'y tenir. Revenez en arrière, et ce sera pire encore qu'au début. C'est exactement ce qui va se produire. Quoi? Comment? S.A.M. a-t-elle seulement conscience que son personnage est une Sioux? On l'ignore. N'a jamais été évoqué sur son blog que son incompréhension face aux critiques sur l'aisance matérielle de Tara. Eh bien, Iron Man et l'Archer Vert sont riches aussi,
est néanmoins appréciée. Disons que le fait qu'elle soit riche est loin d'être le détail le plus dérangeant chez Tara. À partir du tome 8 environ, c'est-à-dire vers 2010, les qualités des romans, quoique toujours présentes, ne vont hélas plus suffire face à la hyper-suification de son héroïne. D'abord, Tara regagne toute sa puissance magique passée au tome 5, parce que, n'exagérons rien. Elle est toujours décrite comme merveilleusement belle par la suite, mais cette fois sans explication surnaturelle, donc c'est inné, finalement. Et puis, curieux que Jar et Mara n'aient pas hérité du charme personne, pas vrai? Malgré l'absence du sortilège, Archange, plus beau que Silver, lui-même plus beau que Robin, c'est possible vraiment? Demande sa main. Archange aurait les yeux de 5 nuances de vert différentes. Vous avez dit multicolore? Donc, Tara est toujours un aimant à beau gosse, mais c'est naturel en fait. Donc c'est pire. Bref, les explications rationnelles sont en réalité inutiles, renforçant le statut de Sioux. Robin, lui, était l'éblouissant Stu qui lui était parfaitement assorti jusqu'alors. Il sera même transformé en elfe à part entière dans le tome 8. Et ça suffira pas. À cause de rupture, la mort provisoire de Robin n'est pourtant pas de la faute de ce dernier. Plus exactement, après le tome 7 et sa résurrection, Robin sera d'abord refroidi par l'idée d'avoir été influencé par le charme personne, analyse ses sentiments et se rassure, car ils sont en fait réels. Eh oui, pauvre elfe. Mais dans la dimension démoniaque, non seulement Archange embrasse Tara qui ne se défend guère, mais une démone polymorphe se transforme en Tara pour coucher avec Robin. Ah oui, il a 16 ans. Alors oui, on aurait pu penser que Robin, jusqu'alors plutôt intelligent, aurait dû se rendre compte de la supercherie. Pour justifier qu'il se fasse soudainement pousser vers un siège éjectable, il devait en effet perdre inexplicablement quelques points de QI. Mais il n'empêche. Était-ce bien justifié de le jeter comme un vieux Kleenex, vu que tout comme sa fausse nouvelle de mort, tout cela n'était absolument pas de sa faute. Mais personne ne quitte Tara en bonne Sioux, c'est elle qui jette les hommes. L'identité du remplaçant a de quoi faire suffoquer. Cal, le comique relief à la Ron Weasley et Sam Gamgee, l'humain banal et normal, le bon copain, tant de Tara que Robin. Seul Mara Duncan s'intéressait à lui. Dois-je rappeler que le charme personne n'avait pas du tout fonctionné sur Cal? Mais enlevez-le, et hop, red dingue de Tara du jour au lendemain. Était-ce bien la peine d'évoquer ce sort, au final? La belle affaire, me diront certains. Dans la vraie vie, des tas de gens connaissent des ruptures après une longue histoire. Alors, vraie vie et littérature n'ont rien à voir, c'est le problème. Quand on envisage dès le début d'éloigner un love interest au profit d'un autre, les auteurs suivent habituellement un même schéma, non par manque d'originalité, mais parce que si ce n'est pas respecté, le lecteur ou spectateur se sent, sinon trahi, arnaqué. Pour faire court, disons que selon la loi de conservation des détails, on n'évoque pas un love interest de façon sympathique et dans le détail si on ne souhaite pas le garder. Dans la fiction, s'il doit changer, elle ou il n'est là que pour un court laps de temps, quitte à utiliser une ellipse. Alors attends voir. Là, pour longtemps? Robin et Tara, c'était une histoire qui durait depuis le premier tome jusqu'au 8, soit plus de la moitié. Donc le court laps de temps, ça tient pas. Démonstration d'affection? Plutôt 2 fois qu'une. Ces deux-là furent à 2 doigts de coucher ensemble, et à moins de 15 ans. C'est quand même exceptionnellement chaud pour un roman accessible à partir de 9 ans. You know, for kids! Loin d'être un love interest satellite sans personnalité, on savait que Robin était né d'un mariage mixte, qu'il souffrait de sa double nature, que sa mère était une érudite humaine maladroite, etc. La déclaration touchante, on l'avait tue, même si Tara était transformée en bébé à ce moment-là. Changement d'âge? Check. Vala, l'elfe Violette, tentera de séduire Robin tout à fait vainement. Une dingue avait tenté de le tuer pour prélever le sang de Robin et rajeunir, donc ce n'est pas non plus comme si on s'était jamais inquiété pour lui. Autre suspense à se ronger les ongles, Jérémie et le sort d'Atractus, ou Lisbeth, qui voulait interdire la relation de sa nièce avec un demi-elfe. Ce fut autant d'obstacles placés sur le chemin qui avait consolidé la relation, à l'époque. Le tout, alors que le remplaçant était déjà là, et n'en avait rien à faire, courant alors après Eleanor. La suspension d'incrédulité en devient de plus en plus dure à obtenir, car pour le coup, on les sent, les personnages de fiction que l'on peut shipper, ou mettre ensemble, au gré de l'inspiration du moment. Et bien sûr, après la mort apparente du demi-elfe, il y eut cet incroyable cirque du deuil de Tara, hébété, pleurant des mois durant, sous la surveillance de Cal, cet agaçant moustique qui ne la laissait jamais tranquille. Je cite.
Vous le sentez, là, le grand amour? Mais, me dira-t-on, si la relation de Robin et Tara était construite comme une histoire devant durer et pas du tout provisoire, c'était parce que ce qui était prévu de base, non? On pense de même, ce qui expliquerait bien des choses. L'incroyable prolificité de SAM, 12 tomes au lieu de 10 pour Tara Duncan, suivi d'un deuxième cycle, les dérivés La fille de Belle, ou les romans coécrits avec un fan, la série Indiana Taylor, les romans pour adultes La couleur de l'âme des anges, et La danse des obèses, les albums Clara Chocolat. Et le fait que chaque roman soit un calmeuble de centaines de pages, laisse à supposer que tout ceci se déverse au gré de l'inspiration, plutôt que le fruit d'un plan mûrement réfléchi avec une fin déjà écrite, comme l'avait fait J.K. Rowling avec Harry Potter. Conseille pas du tout de changer d'avis en route en pareil cas. Et d'abord, pourquoi est-ce arrivé? La série d'animation de 2010 n'est qu'une saison, car son absence de ressemblance avec les livres ne convainquait guère. Tara semblait avoir toujours été sur Terre, tout en connaissant la magie. Toutes les semaines, car en format non feuilletonnant, elle devait démasquer un vilain sorcier et fin de l'histoire. Aidée, bizarrement, des seuls Cal et Moineau, pourtant pas terriens, tandis que Fabrice, oui, pourtant il est terrien, Fafnir et Robin intervenaient de façon exceptionnelle. Un univers parallèle de toute évidence, expliquant Robin qui n'est pas son copain cette fois. Soit. Mais Cal qui est là tout le temps, ça a dû servir de source d'inspiration pour une version qui n'avait pourtant rien à voir, je le rappelle. Et d'ailleurs, il draguait tout ce qui bougeait. Et voilà comment on se retrouve dans le tome 11 avec Robin dans l'absurde rôle de l'ex encombrant qui sert à conforter l'héroïne dans son choix actuel. Problème, on l'a vu dans les exemples précédents, ça ne fonctionne qu'avec un ou une ex que nous n'avions jamais vu à l'œuvre avant. D'habitude, un ex rejeté, mais que nous connaissons bien, arrive toujours assez fin à ce qu'on est à ses côtés. Voir Shayera Hall dans la Ligue des Justiciers animée. Et aussi Peter dans Spider-Man 2, Superman dans Superman Returns, etc. MJ. Vous savez, exactement la chose qui se produisait au même moment avec Moineau, alors fiancé de dépit à Jérémy, et Fabrice. Oui, celui-ci aura finalement le droit de garder son premier amour, bien qu'il l'ait trahi et torturé volontairement. De son côté, Robin n'avait rien fait de mal. C'était plutôt Tara qui avait deux ou trois trucs à se reprocher, du style l'avoir tué avec des fantômes déchaînés, ou l'avoir trompé. Je vous laisse réfléchir à la presse que cela donne à l'abus domestique. Relire les premiers tomes aujourd'hui, c'est comme regarder le premier Pocahontas, une impression douloureuse de perte de temps quand on connaît la suite. Et à quoi servent les passages romantiques à présent, sinon nous faire sembler les personnages de peu de foi. Un love interest convaincant qui a été là longtemps et qui n'est pas mort, irremplaçable. Désolé les enfants. C'est-à-dire pourquoi Marvel galère tant à remplacer Mary Jane dans Spider-Man et n'est toujours pas parvenu à la faire oublier. Même en vrai, un ou une amie qui a apparemment un choix amoureux discutable, style sortir avec la sœur ou le frère de son ex, on évitera de le ou la juger. On n'était pas là pour savoir si ça se passait si bien avec l'ex. Il y a une raison pour laquelle un scénariste évite de montrer, ou de trop nous montrer, la relation avec un love interest, qui n'a pas trop de défauts, s'entend, destiné à se faire remplacer par son prédécesseur ou suiveur, qu'on ne juge pas le protagoniste comme étant immoral, parce que là, par contre, on était là pour savoir comment c'était. D'une part, et que Tara nous soit montré en détail, larguant un gentil petit gars pour leur meilleur ami, c'est... Oh la sale. Et du coup, qu'elle aussi n'a pas l'air très honnête, lui non plus. D'autre part, nous sommes censés toujours apprécier cette sympathique héroïne, malgré tout, deux mots. Méricio. Ne pas assumer les conséquences de ses actes en la matière est juste caractéristique. Et nous n'en sommes qu'au tome 8, on l'a dit. Il n'y a pas d'autres éléments ou péripéties caractéristiques supplémentaires quand même. Si. La classe infinie de la vilaine Sue, ou Sue, désagréable. Tara là aussi, en raison de la part d'elle-même qui s'appelle la Reine Noire, et qui apparaît dans le tome 8, et qui, dans le suivant, évolue en double maléfique. Et le mariage arrangé? Tome
10. Le mariage arrangé, repoussé. Même tome. Morte, puis ressuscitée. Tome 9. Mariage prématuré. Tome 12. Enceinte. Même tome. Enceinte très jeune. Même tome. Au monde de jumeaux mixtes. Même tome. Tous ces détails justifiés en partie par cette très longue histoire, mais quand même. Bon, mais on sait pas si c'est une Shu Avatar, non? C'est vrai qu'on ne peut que le supposer, mais il y a certains détails troublants. Bien que dans son cas, la couleur ne soit pas hors du commun, noisette, SAM a aussi les yeux foncés et est blonde. Elle est française, Tara a été élevée en France. Elles ont eu 2 enfants, et puis comment dire? Il y a l'histoire du lignage. Les Mamikonians ont dirigé l'Arménie entre le 4e et le 8e siècle, jusqu'à ce qu'elle soit disloquée entre 3 empires, ottomans, perses et russes, jusqu'à la réunification au 20e siècle, mais où le pays deviendra une république. Cela n'empêchera pas les royalistes arméniens d'exister, et ils établiront que le réalisateur français Francis Weber est le plus proche parent de la lignée éteinte. Ce dernier ne sera pas intéressé par le titre de chef de famille, qu'il laisse volontiers à sa nièce, Sophie Audouin. Cette dernière, outre d'accoler le nom de famille au sien, se fait depuis appeler princesse, malgré qu'il s'agisse d'un titre de courtoisie et non légal, car l'Arménie n'est pas prête de changer de régime, mais aussi parce que ça n'a rien changé à son train de vie. Décevant, non? On comprend mieux pourquoi Tara, et les 3/4 des personnages féminins, est une princesse, au sens légal du terme, mais aussi pourquoi elle devient une impératrice effective. Il y a du mieux par rapport à la réalité. Shu Avatar, check. Comment dire? À ce stade, même les dessins des couvertures des derniers tomes ne cachaient rien du côté, disons, grandiloquent de l'héroïne. Et je le rappelle, avec le fameux second cycle, c'est même pas fini, et le nombre de points n'a sans doute pas fini d'augmenter. Et de plus, eh bien, Tara n'est pas la seule mérissou de l'histoire. Pour commencer, les gens banaux, ou même les, n'ont pas l'air d'exister parmi les humains, les démons étant au contraire atroces d'ailleurs. Seule Betty, l'amie d'enfance terrienne, est une exception apparente, étant en surpoids et avec des lunettes. Elle se fait kidnapper dans le tome 5 et est envoyée sur le continent interdit. Les conditions d'esclavage la font maigrir, elle perd ses lunettes, mais elle se fait aussi défigurer. Heureusement, après l'avoir délivrée, Tara réussit à guérir son visage. Donc, voilà Betty devenue, je cite, une ravissante jeune femme, après être revenue sur Terre. 3 tomes plus tard, elle a, il est vrai, retrouvé son poids. Mais ensuite, on avoue ne pas avoir trouvé si ça avait encore changé. Et sinon, Fabrice a de longs cils qui font craquer les filles, une stature d'athlète. Selena et Moineau sont de ravissantes brunes. Lisbeth a tout du top modèle. Maître Chem fait en réalité semblant d'être vieux et peut avoir une apparence plus séduisante. Robin était le plus beau garçon en vue jusqu'à l'arrivée de Silver puis d'Archange, chacun encore plus beau que le précédent. Parce qu'ils étaient prévus comme nouveau Love Interest peut-être, et Tara ne peut sortir qu'avec le plus beau des hommes, pas vrai? De fait, on évoquera la beauté d'Ange de Cal qu'une fois élevé au rang de Love Interest. Même Magister se dit magnifique derrière son masque, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Tara n'est pas la seule à être une princesse, même si c'est la seule à être impériale avec Mara. Moineau est la nièce des souverains du Lankovite, la dragonne charme et l'héritière de sa planète. La mère de Silver était aussi une princesse dragon, Sanexia est la fille du roi des démons, et jusqu'à Fafnir dont le clan dirige les nains. Dieu de l'amour, tout ce petit monde? En quelque sorte, les personnages sont nombreux, ils reviennent tous à un moment ou l'autre, et surtout, ils trouveront tous chaussures à leurs pieds, ou aimeront quelqu'un sans espoir, comme Magister avec Selena, ou Satilla avec Maître Dragoche. Des couples bêta, comme Moineau et Fabrice, Fafnir et Silver, Maître Dragoche et Selenba, pourquoi pas. Mais aussi Mara et Archange, Chem et Charme, Lisbeth et Varius, elle était pas gay, lui, Xandiar et Séné, le grand-oncle de Tara et la reine des Amazones, Ménélus et la traîtresse du premier tome, la fille du président des vampires et son elfe coiffeur, Jar et Betty, attends, elle sortait pas déjà avec un loup-garou, Jérémie et Sanexia, sœur d'Archange, et comment dire, au bout d'un moment, c'est pas qu'on se fiche de ces détails qui ne font pas avancer le récit, mais presque, vu que c'est de la high fantasy jeunesse et non pas du roman harlequin. Et une sitcom pour ados, bien que Sanexia semble une caricature de Tara. Cheveux blonds et roses, folle de mode, à talons aiguilles explicitement comparée à Paris Hilton. Et ça fait plus trop fantasy. À ce stade, on aurait presque dit un jeu. Faisons sortir un de ce nouveau personnage avec cet autre, rencontré X tomes en amont, et à qui elle, ou il, n'a jamais parlé. On n'arrive pas à se rappeler de tous les noms, c'est vous dire. Et avoir autant les hormones en surchauffe, ça joue des tours à force, comme Jérémie qui embrasse Catherine qui vient de rencontrer. Sauf qu'elle est la sœur dont il est séparé depuis la naissance. Ça n'arrange guère une Mérissou d'être dans une histoire qui perd son objectif et change de genre en cours de route. On tombe dans le changement de règle de l'univers. Par
Perdre de vue ses objectifs, on veut dire... Vous vous souvenez, Magister, le grand méchant et tout? L'atmosphère romantique semble avoir affecté, car conquérir puis ressusciter Selena semble peu à peu devenir son seul objectif. Et c'est pas tout. On saura jamais qui il est. Parfaitement, ce qui aurait dû être la grande révélation du tome 12 sera qu'il ne se démasquera pas et qu'on connaîtra pas son vrai nom. En revanche, très cher lecteur, vous n'ignorerez rien de qui sera avec qui. Quoi? De quoi? De quoi? Quoi? Ben... Hélas, tout cela n'atténue pas ses propres exagérations. Tant Tara explose pas mal de scores, à commencer par ceux de ses amis. On a l'impression d'une pile de sioux, mais que notre héroïne les surpasse néanmoins de loin. On s'en fiche, on l'aime quand même? Bah comment dire? Ce fut le cas, jusqu'à un certain point. L'acmé du succès de la série était aux alentours de 2009-2010, mais ensuite, vous le savez, la série d'animation n'eut qu'une saison. Et après, comment dire, on entend beaucoup moins parler de tout ceci. Hollywood semble avoir classé l'affaire, peut-être effrayé par le nombre de tomes encore plus élevé qu'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou Hunger Games, sans même être passé par le stade, premier film sans suite, comme Eragon ou La Boussole d'Or. Il n'y eut, en 2013, que le court-métrage de Origine, sur le passé d'autres mondes, qui fut diffusé une fois, au Rex. Et avec SM dans le rôle de titre. Ajoutez-y sa présence dans le clip du dessin animé, et qu'elle soit citée dans les romans comme une biographe officielle, et l'hypothèse d'Avatar se confirme. Une comédie musicale prévue n'eut pas lieu non plus. La traduction anglaise fut abandonnée au tome 2. Bizarre que l'éditeur ait changé si souvent, entre Seuil, France Loisirs, Pocket Jeunesse, Flammarion et maintenant XO, même si on ignore s'il y a un lien. On entend beaucoup moins parler de comparaison avec J.K. Rowling, et beaucoup plus du problème principal de son héroïne. Qu'on se souvienne de la page parodique de la encyclopédie, qui de très bonne heure la qualifiait déjà de Mary Sue. N'en jetez plus, on a trouvé Marie Sudzilla. Pour ne rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Et bien sûr, si tout cela vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Évidemment, si vous oubliez, je pourrais bien demander à une collègue de venir envahir et pourrir votre dernière histoire préférée. C'est vous qui voyez. Je suis une sorcière et ma vie est en danger. Magique à part entière, viens me sauver, viens me sauver. Je suis une sorcière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tara Duncan.